Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre émission Scène de presse. À tout de suite. Tous les chiffres montrent une reprise de l'activité du coronavirus. Faites comme moi. Mettez votre main. Chaque fois que vous le pouvez, désinfectez les mains avec un gel et votre eau. Si vous n'avez pas de gel, vous utilisez de l'eau avec du savon. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition de Scène de presse. Sur le plateau, avec moi, Monsieur Omba Oyono Lionel, qui est le directeur de l'électricité au ministère de l'Eau et de l'Énergie. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Madame Benga. À ma gauche, Idriss Linge Njoya, qui est le rédacteur en chef de l'agence Ecofin. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, Madame Binou Djemba. Alors, messieurs, vous le savez déjà, les problèmes de production, de transport et de distribution de l'électricité vont meubler la première partie de cette édition de Scène de presse. La deuxième partie sera consacrée au débat sur ce qu'une certaine opinion qualifie de pression exercée sur les élèves en classe d'examen. Des élèves qui, comme vous le savez, n'ont pas eu droit au congé de Pâques. Mais avant, parlons de ces coupures d'électricité qui perturbent les ménages et les opérateurs économiques, et nous campons le sujet avec ces zoomings qui nous viennent de Siak TV Nord, une signature de Iya Achamalim. Garoua by night, Garoua without light. Dans la pénombre de la cité capitale du Nord, un trafic pas du tout ordinaire, autrefois devenu à présent un scénario quasi quotidien. Ici, les coupures d'énergie électrique se conjuguent désormais au présent et au pluriel selon le programme de rotation élaboré par la structure en charge de distribution de l'électricité. Normalement, le week-end comme celui-ci aujourd'hui, on ne doit pas couper la lumière. C'est mieux de couper la lumière dans la journée que de couper la nuit la lumière. Actuellement, nous sommes dans le noir, je suis en insécurité. Il n'y a pas moyen de rentrer à la maison. Sortir tard, c'est difficile parce que nous avons peur. Il faut que le gouvernement aussi voit la situation de l'ENEO. C'est trop ici à Garoua. La pilule est aussi amère pour les commerçants. Leurs chiffres d'affaires connaissent une cure d'amaigrissement. Ces coupures nous font enregistrer les pertes énormes. Nos poissons pourrissent parce que les congélateurs sont constamment en arrêt. Et je ne vends plus comme avant. Chaque jour, pas de bénéfices. Nos meilleurs clients ne viennent plus. Ils craignent pour leur sécurité. Ici, au quartier Yellois, plaque tournante du trafic de tous ordres, tout semble tourner au ralenti. Les vrombissements des moteurs, des groupes électrogènes et les klaxons des engins se côtoient. Quand je garde les choses au congélateur, ça se gâte. Maintenant, parce qu'il y a le problème de la lumière, ça ne donne pas. Il n'y a rien à faire parce qu'on vend dans le noir maintenant. Face à cette situation tant redoutée par les populations de Garoua, beaucoup ont opté pour la résilience. On dort sur la natte à la belle étoile parce qu'il fait chaud. Donc on ne gère même pas leur lumière qu'on coupe là. Nous, on a notre lumière que Dieu nous donne. En attendant une éclaircie, les populations de la ville de Garoua et de l'arrière-région continuent de broyer du noir tout en faisant recours aux mesures alternatives.
Merci à Hacham Alim qui nous a donc envoyé ce reportage depuis CRTV Nord à Garoua. Alors, monsieur le directeur de l'électricité au ministère de l'eau et de l'énergie, vous avez suivi ce reportage qui est assez révélateur des problèmes que les populations rencontrent dans cette partie du pays, dans le réseau interconnecté Nord. On parle de pluviométrie capricieuse, on parle de machines en arrêt. Dites-nous, que se passe-t-il dans la région du Nord, dans ce réseau interconnecté? Ce qui se passe dans les régions septentrionales, parce qu'on parle du réseau interconnecté Nord qui regroupe les régions de l'Adamawa, du Nord et de l'extrême Nord. Il se passe que le bassin de la Benoué, qui héberge la centrale hydroélectrique de Glagdo, qui contribue à plus de 80 à 90% de la production d'électricité, a connu au mois d'octobre 2020 une sécheresse en nul autre pareil. Parce qu'il faut savoir que pour que ce barrage fonctionne à sa pleine capacité, le minimum d'apport d'eau qu'il faut dans sa retenue est de 4 milliards de mètres cubes d'eau. Il se trouve que la saison des pluies 2020 n'a permis que de stocker 2 milliards de mètres cubes d'eau. Donc, on a donc connu au niveau de la centrale de Glagdo une chute de moitié des apports en eau par rapport à la campagne pluviométrique de 2019. La conséquence de cette faible hydrologie a été la baisse des capacités de la centrale de Glagdo, le disponible de la capacité centrale de Glagdo, qui est passé de 72 MW en septembre 2020 et aujourd'hui, 4 avril 2021, à 13 MW, soit à peu près une diminution de 60 MW. Donc, les difficultés auxquelles nos populations et nos opérateurs économiques font face dans la région septentrionale, c'est ce déficit hydrologique exceptionnel, parce que, nous tenons à le préciser, depuis que la centrale hydroélectrique Glagdo a été mise en service, jamais pareille sécheresse n'a été observée. Alors, il y a eu le démantèlement de la centrale d'Ahala ici à Yaoundé pour venir en appui au barrage du côté de Glagdo, mais jusque-là, on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat. On parle aujourd'hui de machines qui sont à l'arrêt, on parle de maintenance. De quoi s'agit-il? Avec le déficit hydrologique qui est observé à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre 2020, le président de la République a donné des instructions au gouvernement pour que, en urgence, soit démantelé 24 MW de la centrale thermique d'Ahala ici à Yaoundé, à l'effet d'aller renforcer le déficit qu'observaient les régions septentrionales. Donc ces machines ont bel et bien été installées. Les moyens financiers pour les faire fonctionner ont été dégagés. Le président de la République a instruit le ministre des Finances pour que 1 milliard de francs CFA soit décaissé chaque semaine à l'effet de permettre à cette machine thermique-là de tourner 24 heures sur 24 pour atténuer les souffrances des populations. Donc, au mois de janvier, les machines ont bel et bien été installées, ces 24 nouvelles machines, dont 19 à Garoua et 5 à Ngaoundéré. Donc, elles ont été installées. Il se passe simplement que ce type de machine nécessite un niveau de maintenance très performant. Or, la pandémie Covid qui a sévi, qui continue de sévir justement avec persistance, a perturbé la chaîne d'approvisionnement logistique des pièces de rechange. Nous ne voulons pas citer le pays européen qui fournit ces équipements, mais ce pays est entré depuis quelques mois déjà en confinement. Donc, l'ensemble de ces industries a connu un ralenti et donc ça a perturbé la chaîne logistique concernant la maintenance. Mais ce problème de pièces de rechange a été réglé à la faveur des instructions du gouvernement et M. le ministre de l'Eau et de l'Énergie a conduit une mission sur la centrale thermique de Garoua à l'effet de s'assurer que effectivement le problème des pièces de rechange a été résolu. Donc aujourd'hui, on n'a plus ce problème de disponibilité de pièces de rechange qui a rendu non fonctionnelles 15 machines au niveau de la centrale thermique de Garoua. Raison pour laquelle le gouvernement a demandé à Eneo de mettre en service très rapidement ces 15 machines au plus tard le 12 avril 2021. Alors, une question sur le réseau interconnecté Nord, Idriss. Bien sûr, monsieur le directeur, je suis vraiment désolé que la sécheresse inhabituelle et le Covid soient venus entraver les bonnes intentions du gouvernement
Mais si on regarde bien, les machines qui ont été démantelées à Aala servaient déjà au niveau de Yaoundé parce que les transformateurs de Youm à Banque, le quartier au Youm à Banque, et un autre transformateur, je pense, fonctionnent au-dessus de leur capacité pour plusieurs raisons. Donc, laisse-moi finir. Ces transformateurs étaient, ces machines étaient utiles. Est-ce qu'il n'existait pas avec le concessionnaire de ces machines un plan, soit de maintenance, soit de gestion des amortissements, soit de gestion comment vous appelez ça, des pièces de rechange? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parlant du Nord, nous avons quand même le projet de Bini Warak, vous pouvez me corriger, mais voilà, Bini Warak. Et à ce projet, les financements sont disponibles et selon un rapport que j'ai lu récemment, on a à peine décaissé 1% de ce financement, alors que c'était censé venir renforcer l'offre d'énergie dans le Nord. Et enfin, il y a des appels d'offres. Je pense qu'il y a 4 candidats. Est-ce qu'il peut, M. Zetok, peut d'abord répondre aux deux premières préoccupations? Il est important de lui présenter le contexte. Donc aujourd'hui, quand il parle de sécheresse et de Covid, on est bien désolé pour eux, mais il y a tous ces projets qui n'ont pas forcément avancé. Et comment est-ce que vous expliquez ça, nonobstant toute chose? Merci pour cette question, M. Lynch-Joya. Pour commencer d'abord sur la première préoccupation, donc celle relative au risque que a peut-être fait courir à la ville de Yaoundé le démantèlement de ces centrales. Ce qu'on doit dire à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, c'est que la centrale thermique d'Aala, dans la ville de Yaoundé, servait de réserve froide. Ça veut dire tout simplement qu'elle n'était plus utilisée, tout simplement à la faveur de la mise en service sous tension de la centrale de Menveleu depuis le 14 avril 2019. Donc depuis le 14 avril 2019, avec la mise sous tension de Menveleu, qui apporte 90 MW, la centrale thermique d'Aala a quasiment cessé de fonctionner. Et donc ça a donné au niveau du système électrique une marge de manœuvre. Donc l'inquiétude par rapport au Yomaban, qui a des transformateurs saturés, en fait cette inquiétude est atténuée ou neutralisée par la mise sous tension de la centrale hydroélectrique de Menveleu. Donc, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ce démantèlement. Et puis, sur la question des pièces de rechange, la centrale thermique d'Aala fonctionnait en réserve froide. Cela veut dire que c'est une centrale qui fonctionnait maximum 1 heure, 1 heure et demie sur 24 heures par jour. Or, dans le réseau interconnecté Nord, la centrale a dû fonctionner, les mêmes groupes, enfin les groupes de cette centrale, ont dû fonctionner non plus 1 heure par jour, mais quasiment 24 heures par jour. Et vous le savez très bien, l'augmentation du taux d'utilisation génère une utilisation accrue des pièces de rechange. Donc, on n'est pas vraiment dans les mêmes écosystèmes électriques. Les groupes fonctionnaient 1 heure par jour à Yaoundé, ils n'étaient quasiment plus utilisés. Et puis, ils ont dû être installés à Garoua, où ils fonctionnaient 24 heures, ce qui a anticipé l'usure d'un ensemble de pièces. Mais ça, c'était prévisible, ce secteur. Je veux dire, pour les experts d'électricité, vous savez très bien qu'un groupe qui est en situation de surchauffe peut nécessiter plus de maintenance. Donc, quand on proposait au président de valider cette option, est-ce qu'on lui a présenté ce risque-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a un risque avec les populations qui sont dans le noir. Tout à fait. Le risque a été encadré, tout simplement parce que toutes les commandes relatives à ces pièces-là ont été passées dès le début du mois d'octobre. Mais seulement, comme je dis, le pays, l'entreprise dont le siège est situé dans un pays européen, l'usine a été à l'arrêt. Il a fallu des tractations à un certain niveau pour qu'il y ait des exceptions, pour que cette usine fonctionne au regard de la difficulté que traversait notre pays. Donc la question des pièces de rechange, elle est réglée. Maintenant, sur la question du projet Binia Warak, le projet Binia Warak qui se situe dans la région de la Damawa est un projet de 75 MW qui fait partie des priorités du gouvernement pour la région septentrionale. Le projet a débuté. L'ensemble des travaux préparatoires ont été dûment réalisés. Il a simplement été question entre l'État et son partenaire, le partenaire chinois, de revisiter certaines dispositions de la Convention de financement. Pensons que les discussions sont en bonne voie et que le projet, normalement, devait reprendre dans les tout prochains mois. Alors, je voudrais que nous revenions sur la situation du barrage de Lagbo et précisément sur la situation du bassin de la Benoué. Est-ce qu'il n'est pas envisageable de construire
par exemple, des barrages de retenue, de faire avec Lac d'eau ce qu'on a fait avec Edea et son loulou à travers le barrage de Lompanga? Alors, la particularité du barrage de Lac d'eau, c'est qu'il n'a plus besoin d'un ouvrage de retenue en amont parce que c'est un barrage qui a déjà sa propre retenue, dont la capacité est de 7,7 milliards de mètres cubes d'eau, soit 1,7 milliard de plus que Lompanga. Le problème de Lac d'eau n'est pas tant sa capacité à stocker, mais le problème de Lac d'eau est le volume d'eau nécessaire pour faire fonctionner ces centrales à l'optimum. Donc on n'a pas un problème de capacité de stockage. La retenue, elle est suffisamment grande pour avoir de l'eau. Donc on a juste un problème d'apport de ressources en eau. Et nous insistons pour dire que c'est un phénomène ou une sécheresse exceptionnelle. Quand vous regardez l'historique de l'hydrologie dans le bassin de la Benoué, il faut aller chercher 50, 60 ans en arrière pour voir ce type de sécheresse. Donc, c'était des phénomènes assez difficiles. Pardon, et puis, expliquer un peu la retenue, comment elle fonctionne. Oui. Si on a 7 milliards de retenue d'eau... 7,7 milliards. Je dis la capacité si on de la a, retenue. Si on a une capacité de retenue pareille, pourquoi est-ce que finalement on a un problème d'eau au niveau des turbines? C'est quoi le problème? En fait, la retenue d'un barrage est le contenant. La retenue, ce n'est pas de la quantité d'eau à l'intérieur. Oui. Donc la retenue de 7,7 milliards, c'est la capacité, le volume d'eau que peut stocker le barrage de Lac d'eau. Donc potentiellement, le barrage de Lac d'eau peut stocker 7,7 milliards de mètres cubes d'eau. Pour faire fonctionner la centrale de Lac d'eau, on a besoin d'un minimum de 4 milliards de mètres cubes d'eau. Et en octobre 2020, nous avons reçu uniquement 2 milliards. Et permettez-moi, Madame Benga, de préciser, du point de vue hydrologique, un aspect qui nous paraît très important, c'est que dans la région septentrionale, les apports d'eau, 75% du volume d'eau se fait au mois de septembre. Parce que dans la région du Nord, la saison des pluies, c'est 3 mois. Et donc, l'essentiel des volumes d'eau que doit stocker le barrage de Lac d'eau, 75% de ce volume, c'est au mois de septembre. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre qu'on peut connaître quel est le volume d'eau qui sera turbiné pour les exercices futurs. Cela suppose que le reste de l'année, c'est pratiquement la sécheresse, on va le dire ainsi. Alors pourquoi ne pas envisager la solution du solaire, d'autant qu'il y a des propositions d'opérateurs privés qui sont faites dans cette partie du pays? Dans la planification de l'État, il est prévu de diversifier le mix énergétique de la partie septentrionale comme les autres parties du pays. Et spécifiquement dans les régions septentrionales, le mix qui a été prévu, c'est de l'hydrologie, dont les centrales hydroélectriques, Lac d'eau et Bignona-Warak, couplés à des centrales solaires à Marois, à Guider, à Lac d'eau, à Ngaoundéré et à Garoua. Donc voilà le mix énergétique qui est prévu à très court terme. Maintenant, pour solutionner définitivement la question de l'électricité dans les régions septentrionales, c'est la construction d'une ligne de transport qui partira de la centrale hydroélectrique de Natigal jusqu'à la ville de Ngaoundéré. Donc voilà en termes d'approche stratégique ce que l'État prévoit. Donc le mix énergétique avec le solaire, rassurez-vous Madame Benga, est bel et bien prévu. La plupart de ces projets solaires, du point de vue technique, les études ont été finalisées, les drafts de contrats de vente ont été également finalisés. Il ne manque que au niveau de ces projets-là, une garantie sollicitée par les promoteurs de ces projets. Selon mes collaborateurs de l'agence de l'Investir au Cameroun que je coordonne, il y a pourtant un opérateur privé qui a obtenu toutes les incitations fiscales auprès de l'agence de promotion des investissements, API, et est prêt à fournir 25 mégawatts d'énergie. Et ce qu'il attend aujourd'hui, c'est un agrément de votre part au niveau du ministère de l'Énergie. Et il n'a pas cet agrément. Alors, vous le laissez sans agrément, mais vous préférez utiliser une solution qui est très problématique, qui est celle du thermique. Parce que ce qu'on dit aussi, c'est que les moteurs des centrales thermiques vivent très mal la très haute chaleur qui peut être celle qu'on a dans l'extrême nord. Donc comment vous arbitrez ces choses-là pour qu'on ne donne pas de la priorité à une solution qui permettrait de réduire les coûts et peut-être d'avoir de l'énergie très rapidement et à moins de frais? Merci pour cette préoccupation. En fait, je commence d'abord sur le pourquoi du thermique aujourd'hui. Le thermique est utilisé dans la partie septentrionale pour répondre en urgence au déficit
électriques auxquelles les populations, les opérateurs économiques de ces régions sont confrontés. Donc, c'est une solution ponctuelle. C'est une solution par rapport à la conjoncture. Mais les solutions pérennes, structurelles dans le réseau interconnecté, non, c'est évidemment le couple hydroélectricité et solaire. Et le promoteur auquel vous faites cas, je ne fais pas de publicité, il s'agit du promoteur des centrales solaires de Marois et de Guidère, 15 MW à Marois et 10 MW à Guidère. Tel que vous le dites, le promoteur a une préoccupation qui est d'ordre financier. La question du promoteur à l'État, c'est que en venant investir dans cette partie du pays, il prend un certain risque. Et donc, a souhaité ou attend de l'État une couverture de risque au cas où un ensemble de contraintes arriverait pendant la vie du projet. Donc, le promoteur a sollicité au niveau du gouvernement, au niveau du ministère des Finances, une garantie qui permet, quels que soient les aléas auxquels le projet va faire face, de pouvoir rentrer dans son investissement. C'est juste une question de garantie. Je peux comprendre la complexité, mais en même temps, vous payez 1 milliard par semaine pour des centrales qui n'ont pas fonctionné du tout. Donc, du coup, comment vous arbitrez cela? Je veux dire, est-ce qu'il ne vaut pas mieux donner une garantie à quelqu'un qui donne une solution évidente, plutôt que dépenser 1 milliard chaque semaine pour finalement quelque chose qui ne marche pas du tout, puisqu'on a vu le reportage, ils sont dans le noir? Non, la question est à l'étude dans les départements ministériels qui ont compétence sur les questions d'apport de garantie au niveau des projets d'investissement. Donc, je n'ai pas de doute, à titre personnel, que l'État puisse accéder à ces préoccupations, surtout que dans d'autres projets, l'État a eu à le faire. Donc, le ministère des Finances serait peut-être beaucoup plus indiqué pour apporter des réponses. On lui posera la question. Nous allons marquer un arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour retrouver Franck Evina et la revue de presse qui nous parle justement des problèmes liés au secteur de l'électricité. Énergie électrique, le Cameroun broie du noir. Dans sa parution du mercredi 31 mars, le Messager dévoile les non-dits de ce malaise. Le journal de Feu Pius Ndiawe affirme que le réseau électrique est confronté à la vétusté des équipements, aux problèmes de maintenance et à des actes de vandalisme perpétrés sur certains réseaux électriques. Particulièrement frappé par les délestages, le réseau interconnecté Nord. Une circonscription énergétique vers laquelle seront transférés 20 MW pour desservir les villes de Ngaoundéré et Garoua, indique l'économie. En attendant ce renforcement annoncé de la desserte énergétique, Émergence explique pourquoi les Camerounais demeurent dans le noir avec 3 acteurs indexés, le ministère de l'Eau et de l'Énergie, le distributeur Eneo et le transporteur Sonatrel. Pour intégration de Thierry Ndong, la ligne est surtout sous tension entre ces 2 derniers opérateurs. Réalité Plus pense pareil et invite les sociétés Eneo et Sonatrel à prendre leurs responsabilités. Repère, lui, interpelle le patron du secteur, le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Le journal de Feu Richard Touna estime que depuis sa nomination, Gaston Lundu Essomba, en dépit des moyens colossaux mis à disposition par l'État, peine à relever l'offre en énergie au Cameroun. Nous avons parlé du réseau interconnecté Nord et maintenant nous parlons du réseau interconnecté Sud qui en principe ne devrait pas avoir de problème, qui est même en aide aux autres réseaux, notamment à celui du Nord, mais un réseau qui est fortement perturbé ces derniers temps. Seulement pour le mois de mars, il y a eu 2 grosses perturbations. Il y a eu une perturbation qui a plongé plusieurs dizaines de quartiers dans le noir, ici à Yaoundé, mais également des villes environnantes. Alors, que se passe-t-il dans le réseau interconnecté Sud qui, lui, ne devrait pas avoir de problème? Le réseau interconnecté Sud, qui est constitué des 6 régions méridionales en dehors de la région de l'Est, n'a pas un problème d'offre de production par rapport à la demande en électricité des populations et des opérateurs économiques. Les interruptions auxquelles vous faites allusion du mois de mars ont été générées par des défaillances et des incidents au niveau du réseau de transport et au niveau du réseau de distribution. Le 23 mars dernier, dans la localité de Nlong, arrondissement de Lobo, département de Aléquié, un particulier a abattu un arbre qui faisait à peu près 26 mètres
Et cet arbre s'est abattu sur la ligne 225 kV qui alimente Yaoundé. Et donc, conséquence, l'indisponibilité de cette ligne-là a plongé la ville de Yaoundé dans à peu près 70% de rationnement. Vous voyez là, c'est l'intervention d'un tiers. C'est vrai qu'il faut entretenir les corridors, mais là, ça a été l'intervention d'un tiers qui a généré cette interruption. Pour les interruptions vécues au début du mois de mars, dans nos principales villes, Yaoundé et Douala et autres villes, les interruptions sont liées à le retour des orages en termes de conjoncture, mais surtout à la vétusté du réseau de distribution d'électricité. Vous savez, aujourd'hui, la moyenne d'âge de ce réseau de distribution en termes de support en bois a largement dépassé les 26, 27, 28 ans, alors que la norme, c'est 25. Donc, vous avez 60% des supports en bois qui sont vétustes. Et donc, le moindre vent... 60% sur 1,3 million à peu près. Fait. Le moindre vent, la moindre pluie fait chuter quasiment une centaine de poteaux. Donc, c'est cette chute de poteaux, du fait de la vétusté de ces poteaux-là, qui a plongé la plupart des quartiers de Yaoundé et de Douala dans l'obscurité. Donc, voilà les causes techniques qui justifient ces coupures récurrentes. Et vous l'avez dit, on n'a pas observé ces coupures de grande ampleur au mois de février. On ne les a pas observées en décembre, on ne les a pas observées en novembre, tout simplement parce qu'on n'avait pas ces contraintes de pluie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la vétusté des équipements, les supports bois et transformateurs. Mais ce que vous dites ne concerne pas tous les quartiers de Yaoundé. Ceux qui nous écoutent pourraient nous faire le reproche de ne pas les citer, mais je ne vais pas les citer. Il y a bien certains quartiers de Yaoundé qui vivent, j'ai envie de dire, continuellement dans le noir. Pourtant, c'est des quartiers qui font bel et bien partie du réseau interconnecté Sud. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame Benga, mais c'est par rapport à votre question. Vous avez dit on a observé au début du mois de mars des interruptions de très grande ampleur. Donc, j'étais en train d'expliquer l'amplitude de ces interruptions. Maintenant, je suis d'accord avec vous. Dans la majorité de nos villes, beaucoup de quartiers font face à des interruptions du fait de la surcharge des équipements, autant en transport qu'en distribution. Là, c'est une cause structurelle. Pourtant, votre préoccupation de tout à l'heure, c'était une cause conjoncturelle. Mais l'essentiel des interruptions ont pour cause la vétusté des transformateurs, la vétusté des lignes, la vétusté des poteaux, qui font qu'aujourd'hui, il y a une inadéquation entre la démographie qui a fortement évolué et la capacité de ces équipements à satisfaire un service de qualité. Ça fait 13 ans aujourd'hui. J'avais discuté avec Vincent Kondjok, c'est un expert camerounais à l'AIEA. Il m'avait déjà parlé de ce problème du réseau de transport et de tout ce que vous venez de citer. 13 ans. Et finalement, le gouvernement a avancé et même il y a un projet avec Sonatrach et la Banque mondiale, je pense, et d'autres bailleurs de fonds, de l'ordre de près de 375 millions de dollars. Okay, les financements sont disponibles depuis 41 mois, mais vous n'avez décaissé que 5,9% de ce financement, alors que le problème du transport est un problème urgent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a du mal à investir sur un problème réel? Sachant surtout, monsieur le directeur, que EDF, qui est en train de construire Nachtigal, a déjà signé un contrat de take-off avec le gouvernement. Si votre réseau n'est pas prêt, lorsqu'en 2023, ils auront restitué le barrage, vous allez payer des pénalités. Le Tchad attend que vous fassiez ce travail de réseau de transport, parce que le Tchad espère que l'interconnexion lui permettra d'avoir le courant. Donc, quelles sont les priorités du gouvernement? La dernière réunion, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Est-ce qu'ils sont conscients des enjeux pour le Cameroun et pour les populations? Tout à fait. C'est justement parce que l'État est conscient des désagréments que subissent les populations qu'en 2015, l'État a pris sur lui de créer la Société nationale de transport d'électricité. Qui finalement ne marche pas très bien. Pour venir booster les investissements dans le domaine du transport. Et je puis vous dire qu'entre la phase opérationnelle de la Sonatrach qui a commencé en 2019 et aujourd'hui, la Sonatrach a en 1 an et demi, 2 ans d'activité, a réussi à augmenter les capacités de transformation de nos principaux postes sources, que ce soit le poste de Konengi, à Hala, Logbaba, à Douala, Limbe, dans la région du sud-ouest, et est en train d'installer 11 nouveaux transformateurs. Donc, pour solutionner les investissements dans le domaine du transport, je dois rappeler ici, M. Lin Joya, que la Sonatrach a un programme d'investissement
décennale de 1200 milliards de francs CFA. Oui, ça je sais. Et le projet auquel vous faites allusion, qui est financé par un bailleur connu de la place, il est de 325 millions de dollars. Okay. Et donc, les autres fonds nécessaires pour la remise à niveau du transport viennent de différentes sources, notamment du budget de l'État. Donc, en attendant la mise en œuvre des financements avec ces différents bailleurs, l'État a pris sur lui de financer à travers la Sonatrel les investissements urgents et nécessaires. Au-delà de la Sonatrel, l'État poursuit également avec d'autres partenaires, d'autres bailleurs de fonds, des constructions d'extension de réseau de transport. Je prends un seul exemple pour que l'ensemble des Camerounais puissent se retrouver dans ce que nous disons. C'est par exemple le projet d'interconnexion de la région de l'Est et de la région et du réseau interconnecté Sud. La région de l'Est vit quasiment en isolé. Et donc aujourd'hui, on a un projet d'une ligne qui va de Yaoundé à Bomban et la mise en service est prévue au mois de décembre 2021. Donc avec ce projet d'extension de réseau, l'Est dira définitivement adieu au problème de délestage. Ensuite, permettez-moi de... Non, monsieur Djeté, il ne faut pas dire ça. Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas dire ça. Je vous relance. Hein. Vous avez dit la Vous avez dit la même chose pour Kribi. Kribi n'a pas apporté les solutions escomptées, les délestages ont augmenté. Pas vous n'étiez pas encore directeur, je présume, parce que j'étais encore jeune journaliste. On avait dit la même chose pour Memveleux. Memveleux, aujourd'hui, on raconte des problèmes de transport et tout le reste. Lompanga, pareil. Est-ce que vraiment il y a une stratégie du gouvernement qui est exécutée de manière cohérente avec pour objectif d'atteindre les ambitions que l'État s'est données, c'est-à-dire non seulement satisfaire la demande des Camerounais, mais aussi fournir un voisin, on parlait du Nigeria, mais aujourd'hui le Tchad est un cas concret. Est-ce que la stratégie est exécutée de manière cohérente? On a l'impression là que c'est pas exécuté. Moi je vous dis, j'ai lu le rapport de mise en œuvre du projet avec le bailleur dont vous parlez, 5,9% des financements décaissés. Comment est-ce qu'on a un problème aussi important? On a l'argent, on ne décaisse pas. Je veux dire, expliquez-moi. Moi, je Alors, Monsieur Lynch, peut-être qu'il faut que je vous repose la question. Est-ce que l'indicateur de performance, c'est le taux de décaissement d'un projet, ou alors l'indicateur dans le secteur, c'est la continuité du service public? Nous avons la faiblesse de penser que ce qui prime, c'est la continuité du service. Est-ce qu'avec les projets engagés par le gouvernement et la Sonatrel, la région de l'Est aura un service public continu? Nous disons oui, parce que le projet est exécuté à 70%. Est-ce que les populations de la région de l'Ouest et du Nord-Ouest auront un meilleur service public? Quand vous allez à Bamenda aujourd'hui, vous voyez les chutes de tension dans la ville. C'est quasiment impossible de développer une activité économique. Donc, ces projets de transport qui sont exécutés à 70% permettront à toute la région de l'Ouest, toute la région du Nord-Ouest, ainsi que quasiment la moitié du Sud-Ouest, d'avoir un service public plus stable, avec un plan de tension plus convaincant. Donc, nous ne parlons pas de fiction, nous parlons des projets qui sont en cours d'exécution. Lorsque nous disons que la centrale ou le pôle d'interconnexion de l'Ogbaba à Douala, à Sonatrel, a augmenté ses capacités de 210 à 285 MVA, c'est justement pour soutenir les entreprises industrielles et les populations des quartiers de Douala. Donc, nous parlons, je préfère que nous puissions parler à ces populations qui nous regardent et qui veulent savoir est-ce que le gouvernement fait quelque chose de concret. Justement, vous avez parlé des populations de la région de l'Est, dans du réseau interconnecté Sud. Vous parlez, vous, de la facture du thermique qui augmente, parce que justement, pour ce qui est de la région de l'Est, c'est une centrale thermique, la centrale thermique de Berthois, qui alimente cette région. Et le ministre de l'eau lui-même a reconnu que cette centrale fournit de l'électricité pas suffisamment. L'offre est forcément inférieure à la demande. Du coup, on voudrait savoir où est-ce qu'on en est, par exemple, avec le projet de construction de l'usine des pieds de Lompangare, qui aurait dû permettre aux populations de l'Est d'avoir de l'électricité à travers l'injection de 30 mégawatts d'électricité dans ce réseau-là. Où est-ce qu'on en est avec ce projet? Merci pour cette question, Madame Benga, qui permet justement de concilier les préoccupations de la facture thermique avec la nécessité d'avoir une offre suffisante. Justement, le projet d'interconnexion auquel j'ai fait allusion entre Yaoundé et Bomban vient d'abord solutionner ce problème thermique. La centrale thermique de Berthois consomme en moyenne par an 9 milliards de francs CFA. C'est dommage d'avoir ce niveau de dépenses quand on sait que dans le réseau interconnecté Sud, nous avons des centrales comme Son Loulou, Memveleux, la centrale à gaz de Kribi. Donc,
pour diminuer la facture du combustible, les extensions du réseau de transport ont été trouvées comme des voies à suivre. Et donc, ce projet d'interconnexion d'une ligne 225 jusqu'à l'Est permettra d'arrêter la centrale thermique de Berthois. Donc, 9 milliards de francs CFA en moins dans les charges du secteur de l'électricité. Et en plus, cette extension du réseau, Madame Benga, je réponds à votre question cette fois-ci, permettra d'apporter l'offre nécessaire. Et je suis d'accord avec vos statistiques. Aujourd'hui, la centrale de Berthois ne délivre pas plus de 20 MW pour une demande exprimée de 25 à 30 MW. Et donc, la ligne de transport qui partira de Aala pour la région de l'Est permettra d'évacuer vers la région de l'Est une très grande partie des centrales de Sonloulou et de Menveleux. Et maintenant, pour terminer, l'usine de Pied, les travaux sont exécutés à 65%. La mise en service de la première turbine est prévue pour le mois de décembre 2021. Alors, pourquoi 3 réseaux? Juste pour finir avec les questions relatives au réseau interconnecté au Cameroun, on en a 3. Pourquoi? L'historique de l'électricité tient d'abord aux activités économiques et à la démographie, ainsi qu'au relief de notre pays. Les réseaux ont été constitués en 3 sous-réseaux parce qu'il n'y avait pas de justification technique pour pouvoir constituer un seul réseau il y a de cela 20 ans. Tout simplement, si je prends un seul exemple, la région de l'Est que vous venez d'évoquer justement, il y a 20 ans de cela, la région de l'Est consommait à peine 4 à 5 MW. Vous ne construisez pas une ligne de transport 225 kV d'à peu près 300 km pour aller alimenter une demande de 5 MW. Économiquement, techniquement, ça ne se justifie pas. Pareil pour le réseau interconnecté Nord. Lorsque le président de la République a inauguré la centrale de Lagdo dans les années 85-86, la demande des 3 régions septentrionales était à peu près de 10 à 15 MW. Là encore, il n'était pas justifié techniquement, économiquement, de construire une ligne de transport de 600 km pour aller alimenter une demande de 10 MW. Certains experts disaient il y a 15 ans déjà que le potentiel hydroélectrique du Cameroun permettait qu'on puisse alimenter des pays enclavés, notamment la Centrafrique et le Tchad, qui dépensent énormément en énergie thermique pour s'alimenter en N'Djamena. Et même une partie du Nigeria, où la demande pouvait être intéressante. Et même ces projets étaient engagés. Où est-ce qu'on en est avec? Dieu vous remercie pour cette préoccupation sur les potentialités d'export de l'électricité pour l'État du Cameroun. Cette option d'export figure dans le DSE. Et figure également dans la SND. Okay. Donc le choix de faire l'électricité un produit d'exportation est un choix stratégique. Aujourd'hui, le premier pays sur lequel les financements ont été obtenus, c'est la République du Tchad, parce qu'à la faveur d'un cofinancement, Banque africaine de développement, Banque mondiale, des financements structurants ont été mis en place. Alors nous marquons notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter le ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Gaston Elundu Essomba, qui a donné un certain nombre d'instructions aux opérateurs du secteur pour que la lumière soit, on va le dire ainsi, dans le pays, dans toutes les localités du Cameroun. C'était jeudi dernier à la faveur d'une conférence de presse. Nous écoutons le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Pour ce qui est de la situation actuelle, caractérisée au cours des derniers jours par de multiples interruptions, le gouvernement a prescrit aux opérateurs du secteur de mettre en œuvre les actions ci-dessous en vue de rétablir de toute urgence la continuité du service public de l'électricité. À l'opérateur Eneo, notamment en ce qui concerne les problèmes liés à la distribution, il a été demandé de renforcer ses équipes d'intervention lors d'incidents et de réduire les délais d'intervention, bref, d'augmenter sa réactivité. D'accélérer le processus de remplacement des poteaux bois par les poteaux en béton, de nettoyer systématiquement au bulldozer les emprises des lignes envahies par la végétation, de renforcer l'offre de production de 20 MW supplémentaires dans le réseau interconnecté Nord avant le 12 avril et éviter tout rationnement pendant la période du mois de Ramadan entre 18h et 22h. En ce qui concerne les questions liées au transport de l'électricité,
La Sonatrel a été instruite de finaliser sans délai l'abattage de tous les arbres hors corridor qui pourraient, dans leur chute, endommager les lignes de transport d'électricité. Pour cela, elle devra être assistée par les autorités administratives pour négocier avec les populations riveraines, étant entendu que ces travaux se déroulent dans une zone qui n'est pas dans la DUP. L'ARCEL, quant à elle, il a été instruit de veiller au strict respect par l'opérateur Eneo du règlement de service public de l'électricité. Voilà donc les instructions qui ont été données aux différents opérateurs du secteur. Monsieur le directeur de l'électricité, on se souvient que le Cameroun a lourdement investi dans le secteur depuis quelques années, notamment depuis les années 2000. Et quel a été l'apport de ces investissements-là pour qu'aujourd'hui on en soit encore à plonger certaines populations dans le noir ou encore à se projeter? Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ces investissements-là ont apporté? Les investissements réalisés, si je prends le segment de la production, qui a été le segment prioritaire dans lequel l'État a investi massivement, a apporté au système électrique de façon générale 500 à 600 mégawatts supplémentaires qui peuvent se décomposer ainsi qu'il suit. Le barrage de Lompangar a permis d'avoir une puissance supplémentaire aux centrales de Son-Loulou et d'aider à 274 MW. La centrale hydroélectrique de Meveleux a permis d'avoir 90 MW supplémentaires. La centrale à gaz de Kribi a permis d'avoir 216 MW. Et voilà à peu près le package de l'offre de production. À cela, on peut ajouter les centrales thermiques d'urgence qui ont été financées par l'État. Donc, c'est une offre de production supplémentaire de 500 MW. Si cette offre de production n'avait pas été mobilisée, aujourd'hui, les Camerounais, seul un ménage sur deux aurait l'électricité. Ça, c'est du point de vue social. Du point de vue économique, c'est quasiment la moitié de notre tissu industriel qui aurait été paralysé. Donc, l'apport de ces investissements en production a d'abord été circonscrit sur l'élimination ou la neutralisation des problèmes de délestage liés à la production, et ça a permis de soutenir notre tissu industriel qui a connu certaines performances. Alors, voilà pour être tout à fait complet sur ce sujet, comme nos téléspectateurs le voient d'ailleurs sur leurs écrans, autant pour moi, en 2018, on parle d'une puissance installée qui est passée de 900 MW à 1442 MW, le nombre d'abonnés qui est passé de 800 000 à 1,2 million, d'une puissance totale installée du système énergétique d'environ 1500 mégawatts et d'un taux d'accès à l'électricité de 62%, 92% en zone urbaine et 22% en zone rurale. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur la zone rurale. Il y a quelques années, on pouvait aller dans nos villages et trouver la lumière, mais aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. Les installations électriques sont là, mais c'est au petit bonheur la chance. Et même en zone urbaine, madame. Mais parlons surtout de la zone rurale. On a beaucoup parlé de la zone rurale. On va revenir dessus. Ouais. Je veux dire, est-ce Alors, que vous vous rendez compte, monsieur le directeur, que de nombreux opérateurs économiques ont investi dans des solutions alternatives parce qu'ils font plus confiance à la distribution normale d'électricité. Et que même dans les zones rurales dont elle parle, moi j'ai visité beaucoup de zones rurales, les gens sont en train d'investir énormément dans des plaques solaires. Et d'ailleurs, c'est devenu un gros business. Simplement, quand vous leur demandez, ils vous disent on ne peut plus attendre l'État. Donc, vous avez investi dans beaucoup d'outils, dans beaucoup de productions. C'est sympa qu'on ait 500 mégawatts en plus, mais personne n'y croit. Et les gens préfèrent trouver des solutions alternatives. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Je ne sais pas si c'est une question de foi, s'il faut croire ou pas. Moi, je suis factuel. Vous savez, il y a les faits, il y a les opinions. Je vous donne des faits. Les faits sur l'offre de production sont palpables. Et les faits sur la consommation de cette production sont aussi palpables. Monsieur Njoya, vous m'avez toujours accordé votre amitié depuis le début de l'émission. Donc, les faits sont palpables. Donc, disons qu'il fallait d'abord solutionner la question du déficit en production. Parce que justement, le mot délestage, s'il faut faire son historique, apparaît dans le secteur de l'électricité dans les années 2002-2003, avec les premières sécheresses dans le bassin de Sanaga, qui a bien montré les limites du dispositif de production de cette époque-là. Raison pour laquelle l'État a d'abord orienté ses investissements. On parle quand même d'à peu près 1200 milliards investis en production.
Et ensuite, depuis les années 2015, l'État est en train de solutionner la question du transport concomitamment avec la question de la distribution. S'agissant des zones rurales, nous tenons à rassurer nos frères et sœurs et nos parents qui sont en zone rurale. L'État, aussi bien pour les zones rurales que les zones urbaines, accorde la même importance. Maintenant, les interruptions des zones rurales, Madame Bengala parlez des chiffres, nous sommes à 22% en zone rurale. Bon, ça c'est une moyenne. Et la moyenne a parfois des pièges, il y a des maxima, il y a des minima, mais bon, c'est pas sûr que ce soit ça que nos zones rurales attendent de nous. Ce que je peux dire simplement, c'est que les zones rurales, leur problème est connu, c'est le mauvais entretien des réseaux de distribution qui alimentent ces zones rurales. La plupart des zones rurales, techniquement, sont alimentées à partir des grands centres urbains et traversent un écosystème forestier qui nécessite un entretien permanent. Il y a eu une faiblesse dans l'entretien de ces corridors des réseaux de distribution. Et justement, pour corriger ces manquements, l'État a signé avec Eneyo un nouveau cahier de charges depuis 2018 et complété en 2020, qui voudrait que désormais, chaque zone rurale fasse l'objet d'un suivi personnalisé. Par exemple, aujourd'hui, en zone rurale, si un transformateur est par exemple en panne à Kompina c'est dans le Mungo, ou alors est en panne dans la ville de Tcholiré, dans la région du Nord, Eneyo a 24 en zone urbaine pour remplacer le transformateur et 72 en zone rurale. Cela permettra de ne plus avoir des populations qui sont privées d'électricité simplement parce qu'on a pris tout son temps pour remplacer. Alors, est-ce que la société de distribution est en phase avec le ministère de l'eau et de l'énergie, surtout, par exemple, pour un endroit comme à Comdé. Ces projets-là, autant pour l'intervention en direct lorsqu'il y a des problèmes avec le transformateur que pour le remplacement des poteaux en bois par des poteaux en béton. Est-ce que cette société est en phase avec vous? Surtout que dans les zones comme à Comdé, l'accessibilité est très mauvaise. Vous ne pouvez pas faire 72 heures rien que sur la route, par exemple. Merci de citer le cas d'Acomdé que nous connaissons très bien au ministère de l'eau et de l'énergie, justement parce que Madame le maire, c'est une dame qui est maire dans cette commune-là, a sollicité du gouvernement que la centrale thermique qu'elle a mise en place pour fournir l'électricité à ces populations, que ces centrales puissent être transférées à Eneyo, parce que la commune n'avait pas les moyens financiers et les moyens humains. Donc la solution que l'État a adoptée a été que cette centrale thermique soit transférée à Eneyo. Je ne sais pas si vous avez été à Comdé ces dernières heures, M. Lynch, mais la solution de transfert à Eneyo est implémentée. Maintenant, sur l'adhésion ou pas, je ne sais pas si dans les rapports État concessionnaire, on devait parler d'être en phase. Nous rappelons ici que Eneyo, Sonatrach et les autres sont des concessionnaires. Et donc, c'est l'État qui impose à ces sociétés des indicateurs de performance et des cahiers de charges. Donc, Eneyo, Sonatrach et les autres opérateurs, ces cahiers de charges sont respectés? Eneyo et les autres opérateurs doivent simplement traduire, du point de vue opérationnel, la politique définie par l'État sur la question des poteaux bois qui doivent être remplacés par les poteaux en béton. L'État a été ferme là-dessus dans le cadre de son rapport avec Eneyo. C'est un remplacement systématique de tous les supports bois défectueux par des supports en béton. Les 5 prochaines années, c'est à peu près 700 000 poteaux qu'il faut remplacer. On a commencé à monter en puissance. En 2020, on a remplacé à peu près 40 000. Et en 2021, c'est un programme d'environ 60 000 poteaux. Donc, à ce niveau-là, c'est une exigence contractuelle de l'État. Et l'État Madame a raison parce qu'on dit que pour apporter le poteau en béton au end-user, à l'utilisateur final, il faudra des coûts supplémentaires d'installation qu'il faudra que quelqu'un supporte. Si l'État ne supporte pas, ce sera le consommateur. Voyez-vous les consommateurs payer 500 000 parce qu'on va installer un poteau en ciment devant leur porte? Justement, M. Lynch, qu'est-ce que vous voulez finalement, si je peux me permettre la question? Ce qui est important, c'est que ces populations des zones rurales puissent bénéficier du même confort, permettez-moi d'aller jusqu'au bout, que vous, qui êtes peut-être à Yaoundé ou à Douala. Maintenant, est-ce que ces investissements en support béton seront répercutés au niveau du ménage? Nous disons à ce stade-ci non, parce que depuis 2012, le président de la République a décidé de geler le tarif de l'électricité. Vous savez, c'est que vous êtes d'un journal à vocation économique, le tarif que nous payons ne subit même pas l'inflation, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une actualisation de ce tarif-là. Donc depuis 2012, l'État a gelé le tarif malgré
Je vous donne un chiffre. Malgré plus de 2500 milliards investis dans le secteur de l'électricité, les populations n'ont pas senti le contre-coup de ces investissements-là. Donc, si l'État l'a fait avec la production, je suis très réservé à ce stade qu'il le fera avec les questions de support. On peut en rediscuter. On va marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter cette fois le directeur général des NEO et le directeur général de la Sonatrel sur ce que ces structures entendent faire pour améliorer la qualité du service. Dans le cadre du projet de remise à niveau des réseaux de transport et de réforme du secteur au Cameroun, ce projet va nous permettre de construire de nouvelles lignes haute tension jusqu'à 400 kV, comme la ligne Edé-Ankol-Koumou, Niam 2. Les travaux vont commencer cette année, bientôt, dès qu'on aura indemnisé les populations riveraines. Donc il y a plusieurs projets comme ça qui vont toucher 11 départements de notre pays. On aura des projets de lignes postes à Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, etc. Tout cela pour remettre à niveau le réseau de transport et le renforcer. Actuellement, UNEO dépense 30 milliards de francs par an dans ces investissements. Là, avec les 100 milliards, on va pouvoir booster cet investissement. Ça va passer par l'extension de la durée de vie des barrages, ça va passer par le développement du réseau de distribution, ça va passer par le raccordement du plus grand nombre. Beaucoup d'investissements, beaucoup de projets en perspective, mais à quand la fin des perturbations sur les réseaux électriques, Monsieur le directeur de l'électricité? À quand la fin des interruptions du service public auprès de nos populations, opérateurs économiques? Cette situation prendra fin lorsque la dynamique qui a été engagée par l'État et les opérateurs du secteur, notamment en termes de mise en œuvre de projets dans le transport et la distribution, sera exécutée avec toute la célérité. Donc l'amélioration significative que nous pouvons attendre de ces investissements permettra aux populations de considérer les interruptions comme un triste souvenir. Donc les populations font l'objet d'interruptions, l'État en est conscient. Des efforts importants ont été faits par l'État. On a parlé de plus de 2500 milliards de francs CFA investis les 7 dernières années. La dynamique de ces investissements se poursuit en transport et en distribution. Nous pensons que c'est la conjugaison de tous ces investissements-là qui permettra justement aux populations d'avoir. On observe que vous n'avez donné aucun délai, aucune date. Non, nous en appelons à la compréhension, à la patience des populations, parce que le gouvernement a pris à bras le corps ce problème d'interruption d'énergie électrique et le ministère de l'eau et de l'énergie et l'ensemble des opérateurs vont travailler d'arrache-pied pour s'assurer que cette question de délaissage sont simplement des questions qui auront un passé lointain. Donc c'est davantage un message d'espoir que nous souhaitons donner à vos populations. Déjà pour la partie septentrionale, on aura une amélioration significative le 12 avril 2021 prochain pour plusieurs villes et villages de notre pays dans les prochaines semaines. Le 12 avril, c'est lundi prochain. Tout à fait, le 12 avril, et on invite la CRTV justement à s'assurer. Donc, nous en appelons à la compréhension, à la patience des populations. Le travail est important, les besoins en financement sont très importants. Et il y a des financements non consommés. Et il y a des financements qui sont disponibles. Voilà. Et donc, un secteur comme l'électricité, sur les 10 à 15 prochaines années, c'est près de 5 000 milliards qu'il faut mobiliser. Donc, l'État travaille à lever ces financements, à réaliser les investissements qui seront nécessaires, à faire des délestages, un triste souvenir. Donc, c'est un message de compréhension que nous sollicitons de vos différents auditeurs. C'est noté, c'est bien noté. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour parler d'autre chose. Nous allons parler d'éducation. Qu'en pensent les journalistes cette semaine? C'est dans cette revue de presse que signe, une fois de plus, Franck Evina. Congé de Pâques jusqu'au 12 avril.
Cameroun Tribune a relayé le communiqué conjoint des ministres en charge de l'éducation de base et des enseignements secondaires, portant prolongation de cette période de trêve scolaire dont la fin était initialement prévue le 5 avril. Le quotidien bilingue national note cependant qu'il n'y a pas de répit pour les élèves des classes d'examen. Le jour relaie la même info, le quotidien bleu précise que pour cette catégorie d'apprenants, les cours en présentiel se poursuivent, mais aussi les programmes d'éducation à distance. Selon un repère, le ministère des enseignements secondaires joue ainsi la carte de la prudence. À propos de la prudence justement, dans Cameroun Tribune, la traque du virus à couronne se poursuit dans les établissements scolaires. Des enseignants qui se font dépister à l'Est ou encore l'autorité administrative qui sensibilise dans les écoles du Mayo-Bagno, dans la Damawa. La revue de presse était sur la scène. Le Covid-19 existe. Il tue, il fait des ravages au sein des familles. Je l'ai eu, je sais de quoi je parle. Vous également, vous pouvez l'avoir. Un seul geste, facile à adopter, facile à faire. Porter son masque, comme je le fais, aussi simplement. Et ce Covid-19 qui impacte sur le système éducatif, qui impacte sur l'année scolaire depuis 2 ans déjà, on va le dire ainsi. Nous recevons sur ce plateau le docteur Sophie-Françoise Yap-Libok, qui est l'inspecteur coordonnateur chargé des lettres, arts et langues dans la région du Centre. Bonsoir docteur et bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir. À ma gauche, donc en face de vous, Patrick Marius Ondondo, qui est président national des APE, des associations des parents d'élèves et des enseignants. Alors, Madame l'inspecteur, initialement prévue pour le 6 avril, Franck le relevait tout à l'heure, la rentrée du 3e trimestre a été reportée au 12 avril, officiellement pour rattraper les retards constatés dans la couverture des programmes et des heures de cours. Alors, dites-nous, les retards constatés sont-ils si graves que ça, au point de priver les élèves de leur congé de Pâques? Merci, Madame Ebenga. Je voudrais avant tout dire que, effectivement, il y a eu un arrêté conjoint numéro 7 de 20 Minédub-Minesec qui fixait le calendrier de l'année scolaire. Ouais. Et dans cet arrêté, il y a le titre 2 qui parle des interruptions des classes. Et il y avait 2 interruptions. La première qui allait du 23 décembre au 4 janvier a été respectée. Oui. La seconde, qui pose problème, était prévue du 26 mars et reprise le 6 avril. Pourquoi cette seconde interruption n'est-elle pas respectée? Au terme du premier trimestre, il y a eu des réunions sectorielles dans toutes les régions et dans la région du Centre, précisément, sous la conduite ou la houlette du délégué régional, nous avons fait, comme nous le faisons tout le temps, c'est-à-dire après chaque interruption de cours, un point, le bilan des activités pédagogiques menées au courant du premier trimestre, et nous voulions nous projeter perspective pour une année scolaire réussie. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Nous avons constaté lors de cette réunion, en procédant à une étude comparative du taux de couverture des programmes, du taux de couverture des heures d'enseignement et des pourcentages de réussite, qu'il y avait entre les taux de 2020 à la même période et les taux de 2021
un véritable décalage. Alors nous allons demander à notre réalisateur de nous permettre justement de voir ces gaps dont vous parlez. Vous nous avez dit couverture des programmes 2019-2020, on était à 40%. Oui. 2020-2021, on est à 34%. Couverture des heures d'enseignement 2019-2020, on est à 41%. 2020-2021, 31%. Taux de réussite 2019, 2020, 65%. 2020-2021, 59%. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres-là? Très bien. Les chiffres parlent de... On peut constater tout de suite que taux de couverture des programmes, il y a 6% de couverture en moins. Taux de couverture des heures d'enseignement, 10% en moins. Et taux de couverture ou alors pourcentage de réussite des apprenants, 7%. Qu'est-ce qui cause ce retard? Qu'est-ce qui cause ce déficit? Pourquoi le retard au niveau du taux de couverture des programmes d'enseignement? Lorsque, à la rentrée du 5 septembre, les cours sont lancés, pour préserver nos apprenants, puisqu'on est en situation de Covid-19. Du 5 octobre, vous voulez dire? Du 5 octobre, oui. Merci. Pour préserver nos enseignants, le ministre des Enseignements secondaires prescrit 50 élèves par classe. Lorsque nous rentrons pour contrôler les 50 élèves par classe, ce qui est possible à Akonolinga, ce qui est possible à Ezeka, ce qui est possible à Ntui, je veux parler des autres départements de la région du centre, n'est pas possible dans le département du Mfundi, où nous avons de très gros effectifs, et relativement dans le département de la Mefu et Afamba, dans une moindre mesure, parce qu'il y a Mfu et Soa qui ont ce même problème. Nous constatons qu'il y a des élèves, une population d'élèves telle que 50 par classe, on est bien obligé de passer au système de mi-temps. Voilà d'où vient le problème. Dès lors qu'on passe au système de mi-temps, un élève qui était censé avoir 7 à 8 heures de cours par jour se retrouve en système de mi-temps avec 4h30 à 5 heures de cours par jour. Il y a un gap de 2 à 3 heures chaque jour qu'il faut combler. Cela explique pourquoi les taux de couverture des programmes sont devenus bas. Alors, vous avez décidé après ces statistiques que vous avez établies, vous avez décidé de rattraper les retards en demandant aux élèves de continuer les cours pendant la période de vacances. Est-ce que vous, parents d'élèves qui faites partie de la communauté éducative, est-ce que vous avez été associés à cette décision? Bonsoir à Mme Lucrèce Mbenga, bonsoir à Mme Abdou. Nous n'avons pas été associés à ça, pourtant nous avons toujours pris la peine d'interpeller le ministère que lorsqu'il y a des problèmes qui concernent l'ensemble de la communauté éducative et l'ensemble des élèves qui sont nos enfants, qu'il faut très souvent, n'est-ce pas, nous associer à ce genre de décisions pour que les parents puissent également aussi mieux s'organiser, parce que les enfants que nous leur confions, certes nous leur confions, mais ces enfants vivent effectivement au quotidien avec nous, et de plus en plus l'éducation qui est dispensée à l'école impacte, n'est-ce pas, sur ce qu'il y a à la maison. C'est vrai, je ne reviendrai pas sur les explications qu'elle a données en ce qui concerne est-ce que les programmes sont couverts en totalité ou pas. Mais toujours est-il que nous, lorsque nous avons nos enfants, nous tenons à ce que les enfants aient bien les cours, que qu'ils puissent suivre correctement les cours, qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, dans le programme, pour être bien armés, pour qu'à la fin de l'année, ils puissent bien composer. Ça, c'est notre préoccupation. Et à ce niveau, nous nous sommes rendus compte que l'année qui venait de passer, 2019-2020, était une année un peu particulière parce que l'année a été perturbée au mois de mars. Mais au mois de mars, les programmes avaient été déjà, c'est vrai, assez avancés. C'est pour cela que lorsque le problème du Covid survient en mars 2020, les programmes sont assez avancés. Et vous vous souvenez, il y a eu une première entrée du 3e trimestre le 1er juin 2020. Et ensuite, l'année scolaire de cette année commence plutôt le 5 octobre. Nous, on a donc cru que
en décalant l'année jusqu'au 5 octobre, le décalage, n'est-ce pas, devait être continuel et que même pendant les vacances, nos enfants auront droit, n'est-ce pas, devaient avoir droit à leurs 2 semaines de congé normalement. Est-ce que vous pensez que le fait que les enfants ne puissent pas jouir de ces 2 semaines de congé est un problème? Est-ce que cela impacte sur leurs résultats, sur leur rendement et même sur le moral de ces enfants? Oui, tout à fait. Vous savez que il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour l'école, il y a un temps pour le repos. Le temps de repos, ce n'est même peut-être pas un temps de repos parce que c'est souvent le 2e trimestre, puisque nous-mêmes, les parents, nous faisons, n'est-ce pas, pression sur nos enfants pour que les enfants puissent étudier chaque jour. Mais nous pensons effectivement que pendant les vacances de Pâques, que nous avons appelées souvent vacances de Pâques, on leur donne la possibilité de faire les travaux domestiques, de faire un certain nombre de tâches domestiques et de se reposer avant de prendre, n'est-ce pas, les cahiers chaque soir. Et nous savons que ça c'est bon sur le plan physiologique, sur le plan psychologique, pour que l'enfant, quand on reprend le 3e trimestre, c'est avec beaucoup d'entrain, avec beaucoup d'engouement et beaucoup d'engagement pour bien, n'est-ce pas, affronter les examens qui viennent à la fin de l'année. Malheureusement, cette année, vraiment, nous n'avons pas pu avoir ça. Nous avons eu droit à des vacances qui devaient 1 semaine, et puis finalement, on nous dit c'est plutôt 2 semaines. Bon, nous-mêmes, ça nous dérange quand même, parce qu'on ne sait plus, n'est-ce pas, par quel bout tenir les enfants. Alors, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important, Madame l'inspecteur? Vous venez d'écouter Monsieur le Président de l'Association des APE, Président national. Qu'est-ce qui est important pour vous? Clôturer, couvrir l'ensemble des programmes, couvrir les heures de cours, ou alors, même si les élèves ne comprennent pas, même s'ils n'ont pas un temps d'assimilation, ou alors couvrir un certain quota d'heures de cours et permettre à ces élèves d'assimiler véritablement leurs leçons. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous privilégiez? Nous privilégions, en fait, tout est important. Parce que nous sommes dans la formation de l'homme intégral. Nous n'avons pas une partie à former en laissant l'autre. Je voulais dire, avant que monsieur ne prenne la parole, que le fait que le ministre des enseignements secondaires ait pris la décision de reporter la rentrée, en réalité, aujourd'hui, nous devons comprendre qu'au ministère des enseignements secondaires, il n'y a pas de congé. Il n'y a pas de congé parce que les classes d'examen continuent les cours en présentiel et les classes intermédiaires suivent les cours sur le site. Est-ce que ça fait l'objet d'un autre arrêté? Vous nous avez dit il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, que l'arrêté conjoint Minesec du 30 septembre 2020 indiquait clairement qu'il y aurait une 2e interruption des cours du vendredi 26 mars au mardi 6 avril. C'est ce qui était initialement prévu. Alors maintenant, vous nous dites qu'il n'y a pas d'interruption prévue dans les enseignements, au ministère des enseignements secondaires, finalement. Non. On ne comprend pas de quoi il s'agit. Dans la réalité, il y a un communiqué conjoint, Minesec-Minedub, du 1er avril, qui prolonge la période de congé, où on dit les élèves seront en congé, c'est-à-dire que la période de congé initialement prévue du 26 mars au 6 avril. La période est prolongée jusqu'au 12 avril. Ce communiqué a été lu même tout à l'heure à la CRTV. Mais dans l'effectivité, qu'est-ce qui se passe au ministère des enseignements secondaires? Ce qui se passe au ministère des enseignements secondaires, sur instruction du ministre, c'est que les classes d'examen poursuivent les cours avec un emploi de temps réaménagé. Et les classes intermédiaires poursuivent les cours. Donc il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas d'interruption. Donc vous êtes en contradiction avec l'arrêté conjoint du 30 septembre 2021. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la question qui nous pose problème, nous, enfin, quand je dis nous, c'est les parents et les élèves, c'est celle de savoir. C'est celle que je vous ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui est important? On voit ces enfants aujourd'hui qui n'ont pas de répit, qui n'ont pas de repos, qui n'ont pas d'activité post- et périscolaire, qui passent, on a envie de dire, 24 heures sur 24 dans les cahiers,
Alors, qu'est-ce qui est important pour vous? Couvrir les programmes, couvrir les heures de cours ou mettre les enfants dans des conditions où ils peuvent assimiler toutes les leçons qu'on leur enseigne en leur donnant quelques espaces quand même de respiration. Alors, je pense que nous devons bien nous comprendre. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils étaient en système de mi-temps pour certains. Et lorsqu'ils sont en système de mi-temps, un élève qui va à l'école en matinée, qu'est-ce qu'il fait dans l'après-midi? Ce n'est pas le répit. Maintenant qu'on se dit, il faut rattraper aussi ce qui n'a pas pu être couvert. C'est-à-dire en termes d'heures d'enseignement, en termes de couverture de programme et en termes d'indicateurs de résultats. C'est de cela qu'il est question. On se dit ces 2 semaines-là, et c'est une doléance. J'allais le dire tout à l'heure. C'est une doléance de la réunion sectorielle. Vous avez montré des indicateurs qui étaient ceux de la région du centre, mais c'est un indice, c'est un indicateur suffisamment représentatif, c'est un échantillon représentatif. Et c'est suite à cette réunion-là que ceux qui ont participé à la réunion, qui participent à la réunion, non seulement les inspecteurs coordonnateurs qui ont les données qui leur viennent du terrain, les délégués départementaux, les secrétaires à l'éducation, les responsables en charge des examens et même les chefs d'établissement. Ce bilan qui remonte fait en sorte que on demande au ministre des enseignements secondaires, la doléance, c'est qu'on puisse mettre à profit cette période pour que les enfants puissent rattraper les cours, les heures de cours, pour que leur couverture, pour que les programmes soient couverts et pour que leurs résultats soient améliorés. C'est suite à cette demande que nous avons donc notre hiérarchie qui nous permet de mettre sur pied cet enseignement à distance, c'est-à-dire que c'est mettre à profit, je voulais dire, cette période de 2 semaines pour que ceux qui ont les examens puissent continuer leur cours en présentiel et ceux qui n'ont pas les examens puissent continuer leur cours à distance. Nous allons parler du site tout à l'heure. Monsieur Patrick. Oui, je voulais intervenir sur le fait que lorsque on laisse les enfants, on leur donne soit l'après-midi libre ou bien la matinée libre, ça pose problème parce que ces enfants, nos enfants qui sont vos élèves, sont des jeunes adolescents qui doivent être pris en main, par des activités sportives ou des activités post-périscolaires. Vous savez, chaque année, lorsque nous inscrivons nos enfants, les frais que nous mettons à votre disposition sur les frais de scolarité, où il y a les frais d'APE, effectivement à côté, dans ces frais de scolarité, il est prévu des rubriques consacrées aux activités post- et périscolaires et aux activités sportives. Mais nos enfants sont délaissés parce que actuellement au Cameroun, ce n'est que peut-être que dans les grands lycées, peut-être comme le lycée Legler ou bien le lycée polyvalent de Bonabéry, où il y a des aires de jeu et que les responsables des activités post-scolaires travaillent. Mais sinon, c'est grave. C'est la raison pour laquelle les enfants qui ne sont pas utilisés déversent leur oisiveté sur des dérives, sur ce que nous voyons souvent, sur les images que nous voyons, mais c'est très grave. Il faudrait que le gouvernement intervienne là-dessus, il faudrait que le MINESEC intervienne là-dessus, il faut arrêter, il faut utiliser nos enfants parce que nous, lorsque nous vous les confions, c'est avec tout ce que vous demandez et nous pensons que vous avez, non seulement vous êtes des techniciens de l'éducation, mais les moyens que nous mettons à votre disposition doivent être mis, n'est-ce pas, à l'éducation effectivement de nos enfants, parce que c'est très grave au Cameroun. Oui, c'est noté, mais est-ce que vous comprenez cette décision qui a été prise par le ministre des Enseignements secondaires au regard des retards qui sont accusés? Est-ce que vous comprenez qu'il faille mettre la pression, accentuer la pression sur les élèves? On comprend bien parce qu'en réalité, nous-mêmes, je le disais tout à l'heure, nous aimerions que nos enfants aient toute la couverture des programmes pour que les enfants soient bien outillés lorsqu'ils doivent aller en classe supérieure. Il ne faut pas qu'ils
avance avec insuffisance. Alors, donc, à ce niveau... Est-ce que vous aurez vu, par exemple, un plus grand rallongement de l'année scolaire? Oui, c'est ça que nous pensions. Lorsque nous commençons l'année le 5 octobre, nous savons que ça va effectivement continuer de manière conséquente en faisant surtout attention à ce que les 36 semaines de cours soient respectées et que les enfants aient bien, n'est-ce pas, les cours qu'ils doivent avoir. Donc nous savions qu'on devait rallonger de quelques semaines, de quelques jours, de quelques semaines, les activités d'enseignement pour que ce soit complet. Mais on ne comprend pas l'empressement, la pression dans laquelle on met les enfants, c'est assez difficile. Un autre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Que pensent les journalistes de cette situation, de ces élèves qui n'ont pas eu droit au congé, donc qui continuent les cours pendant les périodes dédiées aux interruptions de cours? C'est dans la rubrique édito. Une année scolaire est divisée en plusieurs parties. Il y a une partie pour suivre les cours et puis une partie pour permettre à l'enfant de se reposer. Même en temps de classe, il y en a qui vont à l'école même le dimanche. Et du coup, on a l'impression que les enfants sont saturés. Si on leur prend en plus le temps des congés, on ne sait pas à quel moment ces enfants font leur récupération. Les cours pendant les congés sont importants, surtout quand vous êtes dans une classe d'examen. Parce que le plus dur reste à venir, vous êtes en train de préparer l'examen. Donc c'est important que les élèves continuent de travailler. Et les cours de vacances sont la meilleure solution pour pouvoir s'améliorer. Quand on utilise cette période réservée pour le repos et consacrer cette période au cours, je crois que c'est un problème. Ça ne permet pas à l'enfant d'être véritablement équilibré et de pouvoir faire la part des choses. Il y a quand même au plan éthique un certain nombre de précautions à prendre. Mais aujourd'hui, pratiquement, ce sont les enseignants qui sont eux-mêmes les répétiteurs de leurs élèves. Donc forcément qu'il y a des fromages et on n'a pas du gain derrière. Quand ce sont les cours dans les classes intermédiaires, moi je ne vois pas une grande importance à surcharger les enfants. Mais quand on est dans une classe d'examen, on doit continuer à travailler parce que l'examen c'est devant. C'est une violation des droits de l'enfant parce que l'enfant a droit à un repos, l'enfant a droit au jeu. Et donc c'est pendant les congés qu'on permet donc à cet enfant de pouvoir jouer, qu'on permet à l'enfant de pouvoir également s'amuser en mettant bien sûr de côté les études. Ça ne les surcharge pas puisqu'on est en train de rattraper les lacunes. Les enseignants devraient s'entretenir avec les enfants, pas prendre tout le programme, juste les matières où les enfants éprouvent les difficultés. C'est là on devrait les former, les initier à mieux comprendre. Il faudrait laisser aux enfants un certain temps de récupération et lorsqu'on choisit donc de les mettre en congé, leur permettre véritablement de profiter de leur congé. Voilà, c'est noté. Retournons sur ce plateau de Scène de presse. Madame l'inspecteur, cette décision intervient quand même dans un contexte particulier. Cette année scolaire arrive après une autre année scolaire fortement perturbée, pratiquement 7 mois que les enfants ont passé à la maison. Est-ce que ceci peut justifier cela? Je crois que c'est ce qui justifie les réaménagements des programmes et des calendriers. C'est justement cette volonté de résilience. Nous sommes face à un problème. Qu'on veuille le regarder ou pas, il est réel le problème. Qu'est-ce qui se passe l'année dernière? La crise sanitaire. La crise sanitaire. À partir de mars, les élèves des classes intermédiaires, ces élèves-là restent à la maison jusqu'en octobre. Alors comment ces enfants vous sont revenus? Justement, quand ces enfants nous reviennent, c'est pour ça que je parlais d'indicateurs de résultats tout à l'heure. Lorsque nos enfants nous reviennent, nous commençons les cours du programme. Nous commençons le programme de la classe qui est la leur. Or, un enfant qui était en 4e l'année dernière et qui a passé à partir de mars jusqu'en octobre et est resté à la maison. C'est l'enfant de 3e cette année. C'est lui qui prépare le BEPC. Le parent vient de dire, nous voulons la couverture des programmes. Mais à un moment donné, il faut savoir exactement ce qu'on veut. Si on veut la couverture des programmes, si on veut la formation de l'homme, on est en situation de crise, on doit pouvoir tenir compte de tous ces paramètres. Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque cet enfant arrive, celui qui a arrêté les cours
en mars. Il était en 4e, il passe en 3e. Lorsqu'il arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous achevez d'abord l'année scolaire précédente avant d'entamer la nouvelle année? Nous entamons la nouvelle année, mais lorsque l'enseignant se rend compte qu'il y a des prérequis, c'est-à-dire des éléments essentiels sans lesquels l'apprenant ne peut pas avancer, il est bien obligé d'y retourner pour pouvoir permettre à l'enseignant, à l'apprenant de bien assimiler le cours. Et maintenant, lorsque nous mettons à profit, puisque c'est ça qui fait problème, lorsque nous mettons à profit les 2 semaines qui étaient prévues pour l'interruption des cours, les enfants ne sont pas surchargés. L'emploi de temps a été réaménagé de manière à ce que ceux qui sont à la maison, je crois qu'on va parler d'un site tout à l'heure avec la planification qui a été faite. Ce site il apparaît sur Très bien. Le site Internet apparaît sur l'écran où les enfants des classes intermédiaires et même les enfants des élèves de 3e, seconde, première, je veux parler des élèves des classes d'examen, ont accès à ces sites. Ce sont ces enseignements mis en ligne qui leur permettent qu'ils soient chez eux, d'accord, mais qu'ils puissent continuer à suivre les enseignements. Et pourquoi cela? Parce que nous tenons compte de leur santé aussi. Nous n'allons pas nous dire, comme disait notre président tout à l'heure, mettons les enfants sur le terrain des jeux. Et qu'est-ce qu'on ferait de leur santé à ce moment-là? Donc nous voulons également les préserver, même si nous voulons les former en réaménageant le dispositif, en réaménageant, en réorganisant le calendrier pour permettre à ces enfants non seulement d'être en santé, mais aussi d'apprendre et d'avancer. Alors, je voudrais quand même que nous nous arrêtions. Vous avez beaucoup parlé du système de mi-temps qui impacte, on va dire, négativement sur la couverture des programmes, sauf que ce système n'est pas respecté par tous les établissements. Alors, il y a des établissements qui font cours normalement et d'autres qui, justement, du fait du nombre d'élèves qu'ils accueillent, il se trouve donc que ces établissements-là respectent ce système-là. Mais à terme, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers, j'ai envie de dire, vers une éducation à 2 vitesses? Et sur quelle base va-t-on évaluer les élèves en fin d'année? On en aura qui auront pu achever les programmes et de l'autre... C'est la préoccupation que nous avons, madame, c'est la préoccupation que nous avons. Madame et l'inspecteur, je crois que ce problème se pose dans les établissements secondaires d'enseignement public, mais également dans les établissements, dans les collèges privés. Or, nous savons que les responsables du ministère que vous êtes devriez certainement faire des inspections pour que vos décisions soient respectées partout, que ce soit dans les établissements, dans les villages, ou bien parce que vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'en ville, effectivement, et les effectifs sont surabondants pour certaines grandes villes, et qu'au village, il y a la possibilité de maîtriser les enseignements, mais vous avez omis que les établissements privés sont également, font ce qu'ils veulent. Or, nous sommes véritablement dans une sorte de... Ça risque d'être un cafouillage. C'est la raison pour laquelle il faut peut-être plus de rectitude, plus d'inspection pour que ce ne soit pas 2 poids 2 mesures, pour que l'éducation aille ensemble. Ça, c'est le vœu que moi je fais en tant que président pour l'ensemble des enfants du Cameroun. Moi, je voudrais vous rassurer que les inspections se font. Dès demain, d'ailleurs, nous allons redescendre pour voir ce qui se fait. Alors, les inspections se font. J'ai relevé à l'entame de mon propos que c'est dans les grandes villes, comme Yaoundé, qu'on a été contraint à avoir la mi-temps dans certains établissements. Et même, il y a eu des établissements où, lorsque les élèves ne sont pas... plus de 50, surtout les classes terminales, où il y a eu beaucoup d'échecs au probatoire l'année dernière. Si les classes ne sont pas bondées, les élèves font le système normal de journée continue. Mais lorsqu'ils sont plus de 50, et dans le souci de préserver leur santé et de respecter les instructions gouvernementales relatives à la préservation de la santé des Camerounais, on a réduit à 50. C'est là qu'il y a problème. Sauf que
J'ai parlé d'un Fundi comme indicateur. Lorsque nous prenons le Fundi, à lui seul, il porte près de 60% de la région du centre. C'est pour cela que j'insiste sur le fait que lorsqu'ils sont en système de mi-temps, il y a des cours à rattraper et il faut maintenant, pour rattraper ces cours, mettre à profit des périodes que nous pouvons mettre à profit. Je parlerai ensuite du fameux calendrier, les examens ont été reculés. Sauf que tout le monde fait cours, madame. Les autres élèves qui ne sont pas astreints au système de mi-temps observent, utilisent également ces 2 semaines de cours pour, je ne sais pas moi, pour continuer d'avancer et les autres essayent de les rattraper. Alors la question que moi je posais, c'est sur quelle base allez-vous évaluer les enfants en fin d'année? Alors moi j'aurais une réponse simple. Si nous avons un programme, si nous avons 100% de programmes à couvrir et que certains aient couvert les 100% en mars, et d'autres aient couvert les 100% en juin. L'essentiel, c'est de couvrir les 100%, me semble-t-il. Ceux qui sont allés plus rapidement, parce qu'ils n'ont pas été soumis au système de mi-temps, ceux qui ont été soumis au système de mi-temps, allant à leur rythme, couvrent également les programmes. Nous évaluons tout le monde au même niveau et il me semble que c'est cela l'essentiel. Oui, je crois que c'est une bonne chose parce que nous... À la fin de cette année, dans le cadre nous avons décidé d'organiser une distribution des prix à l'ensemble, aux meilleurs élèves du Cameroun, près de 500. Donc nous espérons effectivement que vous ferez bien votre travail et que nous pourrons, n'est-ce pas, avoir de bons enseignements pour nos enfants. C'est ce que nous voulons, mais vous ne pouvez pas omettre, vous ne pouvez pas d'un revers de la main enlever les activités scolaires qui permettent aux enfants de respirer ou les activités sportives qui permettent aux enfants de respirer. Parce qu'effectivement, c'est vrai, le problème sanitaire se pose, mais vous devez effectivement tenir compte du fait que l'éducation formelle, dont l'éducation qu'il y a à l'école, comporte également les activités scolaires, les activités sportives, les activités intellectuelles. C'est tout ça l'éducation. Et nous pensons qu'en vous confiant nos enfants, vous devez absolument, n'est-ce pas, vous devez appeler le ministre pour lui dire que c'est ce que les parents pensent et que vous prendrez mieux soin, n'est-ce pas, de nos enfants, pour ne pas laisser nos enfants divaguer, aller, n'est-ce pas, faire certaines choses au quartier dont je n'ose pas prononcer le mot ici. C'est noté, nous avons bien noté votre remarque et nous imaginons que les responsables du ministère des enseignements secondaires, Madame l'inspecteur est là, sont à l'écoute et que votre message leur est bien parvenu. Et maintenant, nous allons retrouver Régine Gladys Le Bouddha pour les unes du lundi. Régine Gladys, bonsoir. Bonsoir Lucrèce, bonsoir à tous. Nouveau kiosque ce lundi, du noir enfant de mutation un noir qui épouse la couleur de la toge du cardinal Toumi à jamais parmi nous. Le prélat décédé ce samedi fait donc le cœur de 3 pages entières du quotidien en guise d'hommage à l'homme de Dieu au caractère de feu. Et ce trait de personnalité de Monseigneur Christian Toumi transparaît également en une d'intégration de ce lundi. Le Cameroun perd son point cardinal. Le journal de Tirindong fera le sermon des batailles du cardinal Toumi et de ses prises de position sur l'alternance, le code électoral et la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le parcours et l'héritage du prêtre sera, Lucrèce, également disséqué en pages 10 et 11. Et au scalpel d'intégration, la présidence de la CEMAC sous l'ère Paul Biya. Le chef de l'État est également en une de Cameroun Insider ce lundi. Le bimestriel public de langue anglaise revient sur l'audience accordée par Paul Biya à Rowan Laxton, l'ambassadeur sortant du Royaume-Uni au Cameroun. Un Cameroun qui pleure le cardinal Toumi également en pages 8 et 9 du journal Nation mourns an outstanding prelate. La mort du prélat de 90 ans figurera aussi ce lundi au pied du Guardian Post. Toumi's
departure, the broken bridge between anglophones and francophones. Il y a le noir du deuil, Lucrèce, mais il y a aussi l'obscurité des délestages ce lundi en une de plusieurs journaux. En tribune du Guardian Post, comme vous pouvez le constater, l'ambitieux plan du gouvernement pour réduire les coupures intempestives d'électricité. Il a été dévoilé à Yaoundé au cours d'un point de presse relayé également ce lundi par Le Soir. Le gouvernement fait le point en une du journal d'Armand Bionda pour que la lumière soit le partage de tous les Camerounais. Dernière une, Lucrèce, pour ce lundi, le journal L'Avenir qui veut éteindre une rumeur. Il n'y a pas de hausse de prix des produits de grande consommation et encore moins de pénurie dans les marchés. Ce sont les assurances du ministère du Commerce à lire en dossier du journal L'Avenir de ce lundi 5 avril 2021. Voilà ce qui vous attend dans les kiosques ce lundi. Lucrèce, bonne soirée. Merci Régine Gladys Le Bouddha. Bon début de semaine. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci d'avoir été des nôtres. La presse quitte la scène. Bonsoir.